Et voilà, l'enregistrement est parti. Donc oui, je disais, avant-dernière séance, et après, vous êtes tranquille à partir de la semaine prochaine. Sachant que, évidemment, jusqu'au partiel, j'essaye de rester disponible pour répondre aux éventuelles questions, notamment s'il y en a parmi vous qui essayent de faire le cas pratique, qui ont besoin de conseils, de trucs comme ça. Hésitez pas, moi j'essaie de rester disponible, même si il y a les étudiants de Nantes qui vont avoir leur partiel entre-temps, donc il faudra que je corrige leur copie. D'ailleurs, je vous enverrai éventuellement le sujet de Nantes aussi, puisque c'est pas du tout le même que le vôtre, euh, pour ceux qui voudraient s'entraîner 2 fois plus. Et voilà. Donc, au programme cette semaine, on va terminer le statut du journaliste qu'on avait à peine entamé finalement la semaine dernière. Alors, on verra ensuite en réalité la responsabilité des médias, qui est le plus gros pan de cette partie. Et on terminera éventuellement sur les droits voisins des éditeurs de presse, qui est un petit peu moins important, qui est important, hein, mais qui est moins important que la partie responsabilité des médias. Et pour la semaine prochaine, j'hésite encore sur est-ce qu'on va parler principalement des droits voisins ou est-ce que j'essaye de vous faire un truc un peu différent de ce que j'ai fait à Nantes. J'hésite encore. Bon, déjà, est-ce que parmi vous, certains ont des questions sur ce qu'on a vu la semaine passée ou les semaines encore d'avant, que ce soit sur le cours ou sur la méthodologie du cas pratique, hein, si jamais il y en a qui sont revenus dessus. Évidemment, les questions sont toujours bienvenues. Non, ça a l'air bon. Ok, très bien. Bah, puis écoutez, puisque c'est bon, c'est parfait. Donc, on va commencer cette semaine sur le statut du journaliste. Alors, il me semble que j'avais commencé à vous l'expliquer la semaine dernière, mais un peu plus comme un teaser que comme vraiment le cours. Les journalistes professionnels constituent l'élément principal, essentiel du droit des médias. Et le régime qui entoure ces professionnels cherche à prendre en compte la spécificité de leur activité et la nature de leur engagement intellectuel afin évidemment de garantir leur indépendance et de maintenir effective la liberté d'expression et le droit du public à l'information, qui sont des libertés qu'on a vues la semaine dernière. On a vu quand même relativement en détail et dont on a vu l'importance, tant au niveau sociétal qu'au niveau de l'exercice de cette profession. Et on avait un petit peu parlé de cette distinction entre journaliste professionnel et journaliste amateur, mais cette distinction, elle est d'autant plus importante dans l'univers numérique, puisque le développement, voire la prolifération de ces journalistes amateurs, qui jouent un rôle de plus en plus important dans la diffusion des informations, voire éventuellement de fausses informations, amène vraiment à s'interroger sur ce qui justifie cette distinction entre un journaliste professionnel et un journaliste amateur. Et il me semble, on avait vu que le journaliste professionnel, il se définit par celui qui a une carte d'identité de journaliste professionnel. Autrement dit, autrement appelé carte de presse. D'accord. Et donc la question c'était comment on obtient une carte de presse. Tout simplement, déjà, il faut comprendre que l'idée que ce soit un journaliste professionnel implique des compétences garanties. Et donc, l'idée qu'un journaliste est professionnel devrait amener la confiance de celui qui le lit. Et le statut de journaliste professionnel, pourtant, il n'est pas exclusif à la profession de journaliste au sens commun du terme. C'est-à-dire que ne sont pas seulement considérés comme des journalistes professionnels ceux qui vont écrire des articles dans les journaux. La qualité de journaliste professionnel, elle est plus large que ça. Et au-delà de ça, l'évolution de la technique permet de se rendre compte du caractère insuffisamment adapté de la définition des moyens d'identification de ceux qui peuvent se prévaloir de cette qualité. Et ça, on le verra en développant un petit peu justement quels sont les critères d'évaluation, enfin, d'établissement du journaliste professionnel. Donc, à l'heure actuelle, en tout cas, un journaliste professionnel, c'est celui qui rentre dans la définition légale, ou en tout cas dans une des définitions légales, puisqu'il me semble qu'on l'avait vu, il y a 2 définitions différentes, proches mais différentes, une dans le Code du travail et une dans la loi de 1881. Et une fois qu'on rentre dans une de ces 2 définitions, on peut obtenir sa carte de presse. Alors, évidemment, là, je vous le résume de façon extrêmement simplifiée. Si jamais vous avez envie ou besoin d'avoir plus de précision, il n'y a pas de souci, on verra ça, soit
en fin de cours, soit éventuellement la semaine prochaine, je vous ferai un topo un peu plus précis sur la carte de presse, comment on l'obtient exactement, quelles sont les démarches à suivre, mais je pense pas que ce soit non plus, quelque chose déjà de passionnant et surtout de très utile au regard de votre cours. Donc, je vous ai donné les 2 définitions. La première, celle de l'article L 7111, 7111-3 pardon, du code du travail et la définition donnée par, la loi du 29 juillet 1880. Alors je ne vais pas vous les lire, cependant, concernant la définition donnée par le code du travail, il faut préciser, ce que je n'ai pas mis exprès, enfin volontairement dans le PowerPoint, encore une fois, parce que j'ai pas spécialement envie que juste en lisant le PowerPoint, vous puissiez, cartonner à l'examen, parce que sinon, bon, là, je ne sers à rien. Donc, il faut préciser qu'il y a un autre article qui est important, qui est l'article L 7111-5 du code du travail, qui vous dit que les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique sont des journalistes au même titre que leurs confrères de la presse écrite. Et en fait, ces entreprises de communication au public par voie électronique, ça renvoie maintenant en fait à la radio, à la télévision et à certains services de presse en ligne. Donc déjà, rien que par cette définition, on comprend que le lieu de l'activité, la nature du média pour lequel travaille le journaliste n'a que peu ou pas d'importance. Ensuite, la loi du 29 juillet 1881, c'est depuis la modification par la loi du 4 janvier 2010 qui vous dit que est considérée comme journaliste toute personne qui exerçant une profession, blablabla, c'est la définition que je vous ai écrite. Et de ces deux définitions, notamment avec l'article L 7111-5 et cette définition de la loi du 29 juillet 1881, on peut on peut réduire l'indifférence du média utilisé, c'est ce que je vous disais, qui est valable aussi autant dans le Code du travail que dans la loi sur la liberté de la presse. Et de ces deux définitions-là, on peut retenir différents critères d'identification du journaliste professionnel. Donc, ah mince, j'ai oublié de supprimer un truc dans le PowerPoint, c'est pas grave, on va faire comme si. Donc le journaliste professionnel, c'est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée. Donc déjà, on reconnaît dès le début, principale, régulière et rétribuée, donc la qualité de l'activité, l'importance de l'activité va avoir une importance. Ensuite, c'est ce que je vous disais, concernant le lieu de l'activité, c'est l'indifférence du média. Et le premier point qu'on va voir, donc, c'est celui de la nature de l'activité. Alors, avant de s'intéresser à cette nature de l'activité, on va revenir sur les services de presse en ligne. Qu'est-ce qu'un service de presse en ligne? Eh bien, pour comprendre ce qu'est un service de presse en ligne, il faut regarder l'article 1 de la loi du 1er août 1986, 1er août 1986, oui, c'est ça, qui vous dit que c'est en fait tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne qui a la maîtrise éditoriale de son contenu. Et donc, qu'on oppose un petit peu en tout cas aux hébergeurs dont je vous avais parlé, puisque les hébergeurs, eux, n'ont pas le contrôle du contenu, posté sur la plateforme. Là, à l'inverse, un service de presse en ligne a la maîtrise du contenu éditorial, la maîtrise éditoriale du contenu, c'est pareil. Et cette maîtrise éditoriale, ça consiste en quoi? Ça consiste en la production, et à la mise à disposition d'un contenu original, d'intérêt général, qui est renouvelé régulièrement. Donc c'est un contrôle d'un contenu original. L'originalité, on y reviendra, c'est important. Original, d'intérêt général, qui est renouvelé régulièrement et dont les informations qui sont présentées ont un lien avec l'actualité. Et ces informations ont fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique. Et pour exclure certaines activités, l'article 1er de cette loi de 1986 précise également que ce n'est pas un outil de promotion ou un accessoire d'une activité industrielle et commerciale. Un journal, en gros, en ligne, ce n'est pas un truc qui fait de la pub pour tel ou tel service, pour tel ou tel produit. D'accord? C'est un petit peu cette espèce de garantie de on parle de faits liés à l'actualité et pas de trucs sans intérêt où en fait c'est de la pub déguisée.
Et concernant les services en ligne, tous ces éléments-là, il faut, pour qu'on ait un service d'édition de presse en ligne, il faut que le service d'édition de presse en ligne emploie, à titre régulier, au moins un journaliste professionnel. Et là, en fait, on se retrouve un petit peu avec un serpent qui se mord la queue, puisque le journaliste, il est considéré comme professionnel parce qu'il travaille dans une entreprise, et l'entreprise, elle est considérée comme un service de presse en ligne parce qu'elle emploie un journaliste professionnel. Donc, c'est un petit peu compliqué de savoir à quel moment ça fonctionne. Mais dans tous les cas, dans les faits, en réalité, ça ne pose pas vraiment de problème, hein, puisqu'il n'y a pas de, il n'y a pas de dépôt à faire, il n'y a pas de truc comme ça. Donc en réalité, on regarde juste si toutes les définitions correspondent. Et généralement, les journalistes professionnels en ligne sont également les journalistes professionnels pas en ligne. Quand on va sur lemonde.fr, bah, lemonde.fr, de toute manière, ils ont des journaux papier et des journaux en ligne. Et ce sont généralement les mêmes journalistes qui écrivent les deux. Ou en tout cas, les journalistes qui écrivent en ligne sont tout à fait capables d'écrire des articles papier. Donc, en réalité, le problème du serpent qui se mord la queue, c'est juste euh, un problème de définition légale, mais pas un problème pratique. Donc, j'en étais, ce que je vous disais, nature de l'activité. Alors, lorsque le Code du travail vous définit le journaliste professionnel, il ne définit pas réellement l'activité exercée par celui-ci. Et du coup, il faut se référer à la loi de 1881, mais également au droit d'auteur, pour comprendre que le travail du journaliste professionnel relève du travail intellectuel, puisqu'il consiste au recueil et à la diffusion d'informations. Et l'activité du journaliste professionnel, qui est donc une activité intellectuelle, d'ailleurs il me semble qu'on l'avait vu hein, dès le cours un petit peu sur le droit d'auteur en ligne, on avait parlé du régime professionnel des journalistes, on avait parlé des droits d'auteur des journalistes sur les écrits qu'ils produisent, et donc de cette espèce de cession légale contre rémunération euh, à à l'édition. Et c'est pour ça aussi que je vous disais que le caractère original de la publication est importante, puisque, pour rappel, hein, l'originalité, c'est le critère principal de la protection par le droit d'auteur. Et c'est fréquemment rappelé en fait par le droit d'auteur, par la Cour de cassation, que le travail d'un journaliste, c'est un travail intellectuel. Alors, je vais vous donner deux arrêts à titre d'exemple. Le premier, c'est un arrêt rendu le 5 mars 1978 par la Chambre sociale de la Cour de cassation. Donc 5 mars 1978, Chambre sociale de la Cour de cassation, qui vous dit que le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, d'apporter une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs. Donc on retrouve dans cette définition donnée par la Cour de cassation les différents éléments tant du Code du travail que de la loi de 1881, et un peu plus tard, dans une autre décision, un peu plus tard, genre même beaucoup plus récemment, dans une décision rendue le 17 juin 2010, cette fois-ci par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, la Cour de cassation, pouvez-vous répéter la définition? Celle donnée par l'arrêt de 78? Ouais. Alors, dans l'arrêt de 1978, la Cour de cassation vous dit que le journaliste professionnel, c'est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, d'apporter une collaboration intellectuelle, donc principale, régulière et rétribuée, d'apporter une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs. Donc, collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs. Et donc en fait, on retombe sur la définition, en tout cas sur le mélange des deux définitions du Code du travail et de la loi de 1881, et c'est ce que je vous disais, la Cour de cassation, quand on cherche à savoir ce qu'est un journaliste professionnel, on va prendre en réalité tous les critères, et on va considérer que le journaliste professionnel, dans l'ensemble, c'est ça. Et je crois que je vous l'expliquais peut-être aussi la semaine dernière, mais en gros, si jamais on est dans un problème propre au droit du travail, bah, on ne va appliquer que l'article du Code du travail, ou principalement l'article du Code du travail, c'est ce qui paraît plutôt logique.
Et donc, dans cette deuxième décision de 2010, que je vous disais, 17 juin 2010, la Cour de cassation vous dit qu'un journaliste, le travail du journaliste plutôt, le travail du journaliste, c'est une collaboration intellectuelle, encore une fois, heu, permanente à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs. Globalement, on reprend la définition de 1978. Tout ça pour dire que la définition au niveau de la jurisprudence, elle n'a pas tant changé, elle n'a même pas changé du tout, depuis au moins 1978 et donc on reste dans cette optique de on récupère tout, on mélange et on essaie de faire une définition condensée, compacte et cohérente de ce qu'est un journaliste professionnel puisque mine de rien, c'est un petit peu compliqué à comprendre. Alors, concernant le travail intellectuel, alors on en avait un petit peu parlé, il me semble, quand on excusez-moi, hop, ouais, ça a l'air bon. Le travail intellectuel, pourquoi c'est important que ce soit un travail intellectuel? Eh bien, tout simplement, ça permet d'exclure, de la catégorie des journalistes, certaines personnes qui peuvent travailler, dans des maisons dans l'édition de la presse. Par exemple, on va exclure du coup tous les techniciens dont l'activité relève de tâches matérielles. C'est-à-dire ceux qui font la mise en forme, ceux qui font la prise de son, ceux qui font le montage, toutes ces personnes-là, peu importe l'importance de leur travail, qui ne doit pas enfin, c'est pas du tout un reproche, mais peu importe l'importance de leur travail, ce ne sont pas des journalistes. Ensuite, concernant la nature de l'activité, toujours, je vous l'avais dit, l'activité, elle doit concerner des faits d'actualité. Mais évidemment, hem, on accepte une relation un petit peu distante avec l'actualité. C'est pas forcément quelque chose qui s'est passé hier. On peut être journaliste et parler de quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans, si on essaye d'expliquer différemment, avec beaucoup de détails, ce qui s'est passé. Donc l'actualité doit être entendue de façon assez large et d'ailleurs, quand on regarde la jurisprudence, on se rend compte que, au-delà d'un lien, assez long, on est presque à la limite d'un lien distendu et comme exemple, je vais vous donner un arrêt rendu par le Conseil d'État. Donc Conseil d'État, 24 octobre 1997. Conseil d'État, 24 octobre 1997 et dans cet arrêt-là, en gros, c'était, une question d'illustration de fiches destinées donc illustration de fiches destinées à des techniques de jardinage. Voilà donc des fiches, destinées à des illustrations pour des techniques de jardinage et on vous dit: «Ça, ça présente un caractère suffisamment en rapport avec l'actualité pour que le dessinateur puisse être considéré comme un journaliste» et à partir du moment où l'illustration de fiches destinées à des techniques de jardinage, on considère que c'est en lien avec l'actualité, on comprend que, le lien avec l'actualité du travail est un lien qui est assez, lointain, on va dire, en fonction en fonction des nécessités, bah, du travail. Et normalement, en tout cas certains d'entre vous, j'espère, se sont dit: «Ah mais alors, si le lien il est assez lointain, ça veut dire que potentiellement, certains animateurs, télévision, présentateurs télévision en tout genre, ce sont aussi des journalistes professionnels». Et loin de moi l'idée de cracher sur, allez, on va dire, Cyril Hanouna par exemple, qui, qui gagne de l'argent de façon, parfaitement licite. Mais est-ce que Cyril Hanouna, quand il présente «Touche pas à mon poste», il est considéré comme un journaliste professionnel? Eh bien, c'est un peu plus compliqué en fait, concernant ces personnes-là, cette catégorie de personnes-là, c'est-à-dire les animateurs télévisuels, puisque la jurisprudence hésite. Est-ce qu'on est vraiment dans, des traitements de questions d'actualité? Est-ce qu'on est juste dans du divertissement? Est-ce qu'on est dans des opérations de communication ou des opérations de marketing? En fonction des décisions, quand on analyse la jurisprudence, bah, on se rend compte qu'on ne sait pas trop. On ne sait pas trop et donc ça dépend au cas par cas de l'animateur télévisuel en question. Même si après rien n'empêche que, certaines personnes qui travaillent pour ces animateurs télévisuels aient, eux, par contre, le statut de journaliste. Est-ce que ça va jusque-là?
Ouais, j'espère en tout cas. Bon, si ça va pour tout le monde, on va continuer. Mais, alors je voudrais juste vérifier un petit quelque chose. OK, non, ça a l'air bon. Hop. Donc, ensuite, concernant toujours ce travail, l'activité, ce doit être le recueil et la diffusion d'informations. Donc pour être journaliste professionnel, il est nécessaire de participer au processus de recherche, de mise en forme et de présentation au public des informations ou des nouvelles d'actualité. OK? Alors on va passer, pardon, deuxièmement, à l'importance de l'activité. Alors, c'est un truc sur lequel j'ai déjà fait une petite emphase à plusieurs reprises, c'est ce que je vous disais, l'activité, elle doit être principale, régulière et rétribuée. Et du coup, on peut comprendre que celui qui exerce la profession de journaliste, enfin, qui fait le journaliste uniquement à titre occasionnel, de façon amateur, en dilettante, enfin bref, voilà, ne peut prétendre à cette qualité de journaliste professionnel. Et il en va de même pour ceux qui interviennent à titre d'experts ou de consultants, puisque ceux qui interviennent, dans les journaux ou sur les plateaux télé en tant qu'experts ou consultants ne font généralement ça qu'à titre d'occupation annexe. Ce ne sont pas leurs occupations principales et c'est justement ça qui justifie que ce sont des experts. Quand, Jean-Marc Jancovici, il intervient sur un plateau télé, ce qui n'arrive jamais, mais, pour parler du nucléaire, et du dioxyde de carbone, et ben, ça fait pas de lui un journaliste professionnel puisque lui, son rôle, son activité principale, c'est de bosser pour le GIEC et voilà, donc il y a plein d'exemples comme ça où le fait d'intervenir sur un plateau télé à titre d'expert vous démontre que ce ne sont pas des journalistes professionnels. Ensuite, il faut que l'activité soit la source principale des revenus du journaliste et la rémunération du journaliste, elle doit être au moins équivalente au SMIC. SMIC qui est à, alors est-ce qu'il y en a un parmi vous, un ou une parmi vous qui a la moindre idée de à combien est le SMIC? On va dire, soit le taux horaire, soit le montant mensuel. Pour voir si vous Il avez une idée. il me semble que le taux horaire, c'est 10,12 € ou 15. Alors je vous entends pas. C'est Ah, peut-être, là, vous ah? m'entendez? Ah attendez, je suis désolé, j'ai un problème de son. En fait, je vous entends pas, mais j'ai un problème de son qui vient uniquement de mon côté. Donc j'arrive dans 30 secondes. Wouah, sacrée précision, 1 540 €, effectivement, on n'en est pas loin. Alors est-ce que c'est bon maintenant? Oui, c'est bon. OK. Donc effectivement, le SMIC, mensuel, si je dis pas de bêtises, en brut, il est à 1 554 € et du coup, au taux horaire, ça fait, 10,25. Alors maintenant, madame, Poupart, est-ce que c'était pour répondre à la question ou est-ce que, vous aviez autre Oui, c'était pour répondre à la question. Je disais, le taux horaire était de 10-15, mais du coup, vous avez dit 10-25. Donc... 10,25 depuis en fait le 1er janvier 2021 si je ne dis pas de Ah bêtises. oui, ok. Voilà. Donc pas loin, pas loin. C'est bien en fait, c'est surtout, faut avoir une idée générale du SMIC, c'est très important, et de continuer à toujours avoir une idée générale du salaire minimum, c'est important, notamment pour éviter de vous faire escroquer quand vous commencerez à bosser déjà, et aussi pour ne pas perdre les réalités pour ceux d'entre vous qui sont amenés, à toucher, des salaires très importants. Ça évite de passer pour un guignol quand on est invité sur un plateau télé. Voilà. Donc ce que je vous disais, c'est que la rémunération du journaliste, elle doit être équivalente au moins au SMIC. Mais on parle de ressources professionnelles. Donc, quelle est la distinction importante ici? Ça veut dire que rien n'empêche un journaliste d'avoir des revenus d'autre nature. C'est-à-dire que vous pouvez être journaliste professionnel, toucher, un SMIC, pour ce que vous écrivez dans un journal en ligne, par exemple, et gagner, 5 000 000 € mensuels parce que vous avez des rentes immobilières, parce que, vous gagnez du bitcoin, parce que vous minez du bitcoin, parce que, enfin voilà.
toutes ces activités qui ne sont pas, enfin toutes ces ressources qui ne sont pas liées à une activité professionnelle, n'entrent pas en compte dans la qualification de journaliste professionnel. Donc vous pouvez tout à fait être un rentier, au niveau de, enfin parce que, vous avez une famille qui a plein d'investissements immobiliers et gagner énormément d'argent grâce à ça, ça ne vous empêchera pas d'être, un journaliste professionnel si à côté de ça, vous touchez un SMIC pour, écrire des articles ou pour présenter, des vidéos, journalistiques. Enfin, on va passer extrêmement vite sur le lieu de l'activité puisque c'est ce que je vous disais, indifférence totale du média, donc ça peut être papier, radio, télé, internet, web radio même, ça marche aussi. Tous ces éléments, tous ces médias différents sont susceptibles, d'abriter des journalistes professionnels. OK? Donc maintenant, on va passer à l'étape suivante qui est la responsabilité des médias. Alors, concernant la responsabilité des médias, on va s'intéresser à différentes catégories, différents éléments qui vont tous être aussi importants les uns que les autres, sauf éventuellement, la mise en œuvre de la responsabilité civile qui est, enfin, c'est pas que c'est moins important, c'est juste que c'est un domaine qui est très compliqué et vu qu'on va l'évoquer que très brièvement, c'est pas, c'est pas fondamental. Bref, on va commencer tout d'abord par voir, comment, à quel moment les médias sont responsables. Quels sont les éléments qui engagent la responsabilité des médias? Et généralement, on va engager la responsabilité des médias quand on va chercher à protéger les droits de la personnalité de différentes personnes qui sont visées par les médias. Ensuite, on verra ce que je vous disais, la mise en œuvre de la responsabilité civile, éventuellement ensuite les atteintes à l'honneur. Je pense qu'on aura le temps d'aller au moins jusqu'à la question des fake news et j'espère droit de réponse et de rectification qui sont des points assez rapides à voir ou en tout cas qu'on verra de façon assez succincte aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que toute personne, qu'il s'agisse d'un journaliste ou non, lorsque cette personne s'exprime publiquement, elle peut engager sa responsabilité civile, d'accord? Dès lors que ses propos dépassent les limites de la liberté d'expression, qu'on a vu, enfin qu'on a évoqué la semaine dernière, où je vous disais, bah voilà, la liberté d'expression, il n'y a pas tant de contrôle a priori que des contrôles a posteriori avec des sanctions. Et cette question d'abus de liberté d'expression, cette question de limite intrinsèque à la liberté d'expression, c'est précisément maintenant qu'on va voir quelles sont ces limites. Alors, principalement, hein, ce sont la protection des droits de la personnalité. Alors, les droits de la personnalité, ah non, attendez, je regarde juste le slide d'après. Ouais, c'est OK, c'est pas grave. Je vais vous montrer le slide d'après, vous avez un bout de définition, là aussi. Mais ces droits de la personnalité, on peut les résumer comme des droits fondamentaux qui sont communs à tous les êtres humains. Ils sont attachés à une personne et ils protègent, pardon, les attributs de cette personne. C'est-à-dire sa vie privée, son image, son honneur. Et donc les droits de la personnalité sont une catégorie juridique assez vaste et on ne peut pas, heu, renoncer à certains de ces droits. Donc, on va commencer tout simplement par la vie privée, qui est très certainement un des droits de la personnalité les plus connus. Euh, et est-ce que parmi vous, parce que j'en profite pour regarder sur... pardon, hop, non, voilà. J'en profite pour regarder sur le PowerPoint, mais non, je ne vous ai pas donné la définition du droit à la vie privée. Alors, est-ce que quelqu'un ici serait motivé, motivé ou pas d'ailleurs, mais quelqu'un aurait une définition de qu'est-ce que le droit au respect de la vie privée? Non, personne? C'est c'est marrant parce que alors c'est peut-être ma vision de juriste qui est, complètement erronée, mais j'ai un peu l'impression que tout le monde, connaît cette notion. Tout le monde sait, parle de droit à la vie privée, d'atteinte à la vie privée, du respect de la vie privée. Hem, Ça voudrait dire que, personne n'a une vague idée en fait, et pas vous spécifiquement, hein, mais qu'en dehors du monde des juristes, la notion de vie privée, heu, les gens en parlent, mais ne savent pas du tout ce que c'est. Mais pourquoi pas? De toute manière, nos droits.
Alors, chacun a le droit de garder son intimité, sa vie privée, personne n'a le droit de s'immiscer. Alors, s'immiscer. Je crois qu'il y a si je dis pas de bêtises, il y a toujours une faute. Attendez, je vais vérifier. Il y a toujours une faute. Oui, voilà, c'est ça. Mais par contre, votre définition, vous n'avez pas à vous excuser pour ça, c'est déjà bien, vous répondez, c'est cool. Hem, donc alors, nos droits, c'est trop vague, hein, la vie privée, c'est un de vos droits, le respect, à votre vie privée, c'est un de vos droits, c'est même un de vos droits les plus fondamentaux, dans une société démocratique, au même titre que la liberté d'expression, on le verra, tout à l'heure. Et effectivement, si on devait donner une définition un petit peu plus, restrictive, un petit peu, voilà, une définition, l'idée que chacun a le droit de garder son intimité et que c'est une zone où les autres personnes n'ont pas le droit de s'immiscer, c'est une excellente définition. On verra, je vous donnerai de toute manière la définition, une définition de la vie privée un peu plus tard dans le cours et vous verrez que c'est assez proche de ça finalement. Mais tout d'abord, bah, on va commencer par dire que la vie privée, elle est prévue à l'article 9 du Code civil. Et ce droit à la vie privée, d'après le Conseil constitutionnel, découle de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pardon. Donc article 9 du Code civil et découle, d'après le Conseil constitutionnel, de l'article 2 de la DDHC. Mais au niveau international aussi, également, on la retrouve, puisque on la retrouve à l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux, à l'article 17 du PIDCP, à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Euh, bref, on la retrouve un peu partout. Mais, et ça c'est le même problème à l'international, à chaque fois on va vous dire que le droit à la vie privée, le respect de la vie privée est protégé. L'article 9 du Code civil, si je vous dis pas de bêtises, vous dit que chacun a droit au respect de sa vie privée, point. Sans définir ce qu'est le droit à la vie privée. Alors, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une notion polysémique, donc qui a plusieurs sens, qui en théorie a plusieurs sens, et qui représente, pour le coup, je vais vous citer quelqu'un, une définition que je trouve qui est très intéressante. Donc, je cite, c'est une notion polysémique représentant une constellation de valeurs opposées. Notion polysémique représentant une constellation de valeurs opposées, de droits solidaires et antagonistes. Donc, notion polysémique représentant une constellation de valeurs opposées, de droits solidaires et antagonistes. Donc, voilà, citation. Alors, c'est une citation de Alain Robert Nadeau. Donc, c'est un professeur canadien. Donc, en fait, c'est une définition en théorie valable au Canada, mais la notion même de vie privée étant une notion qui est largement transfrontalière, une définition qui est valable au Canada est parfaitement valable en France, à quelques exceptions près, puisqu'on a forcément des différences jurisprudentielles, mais le fait est que la vie privée, elle est intimement liée à la notion de liberté et que sa protection, c'est une des assises sur lesquelles reposent les démocraties libérales, occidentales. Et donc, à partir de là, forcément, il y a un noyau dur de définition qui correspond entre tous les pays. Seulement, voilà, le problème, c'est que si c'est une notion polysémique, alors, le gros problème, c'est que, pour citer ma directrice de thèse, Alexandra Bensamoun, bah, la polysémie, ce n'est qu'une autre façon d'évoquer le désordre. Ça voudrait dire que la vie privée, c'est le bordel. Pour faire simple, si c'est polysémique, ça veut dire que c'est le bordel. Et donc, il faudrait absolument donner une définition précise, cohérente, même limite coercitive de ce qu'est la vie privée. Et on se rend bien compte, en tout cas les différentes personnes qui ont réfléchi au régime juridique de la vie privée, à la définition juridique de la vie privée, qui ont fait ce qu'on appelle un exercice de qualification juridique, c'est qu'est-ce que la vie privée? Eh bien, tout le monde s'est mis d'accord, à peu de choses près, hein, il y a toujours 2-3 dissidents, pour dire que c'est
difficile, voire impossible d'arriver à une définition consensuelle du droit à la vie privée, et que même si on y arrivait, en réalité, ça ne permettrait pas du tout un exercice efficient et harmonieux de la vie privée. Puisqu'au contraire, on enferrerait cette notion, on la limiterait, et que la limiter, c'est donc nuire à son développement. Et donc, bah, puisqu'il ne faut pas qu'on la définisse de façon trop restrictive, on a décidé de la laisser un petit peu comme, j'ai envie de dire un petit peu comme l'originalité en droit d'auteur, mais puissance 1000, on la laisse définie de façon très large, très floue, et c'est pour ça que la volonté pour un individu de faire respecter son droit à la vie privée, bah, ça se traduit dans les faits, tout simplement par un pouvoir de contrôle sur les informations qu'il divulgue à des tiers et à la société. Et que sa vie privée, c'est tout ce qu'il refuse de divulguer à des tiers ou à la société. Donc vous voyez, c'est très proche finalement, de la définition que donnait votre camarade en disant que c'est chacun a le droit de garder son intimité, avec le fait que personne n'a le droit de s'immiscer dans cette intimité. Puisque, je vais répéter la définition, mais c'est enfin, la définition, c'est ma définition, donc c'est voilà, c'est la volonté pour un individu de faire respecter sa vie privée, et donc cette volonté-là, c'est un pouvoir de contrôle sur les informations qu'il divulgue à des tiers et à la société. Et tout ce qu'une personne refuse de diffuser constitue sa vie privée. Jusque-là, c'est bon pour vous? Bon, on va dire que oui. Alors, il faut juste que je fasse un truc que j'ai oublié de faire, option de la réunion. Qui peut présenter? Moi uniquement. Voilà, enregistrer. OK, c'est bon. Et afficher la conversation. Voilà, super. Donc, au-delà de ça, il faut comprendre que le droit à la vie privée, c'est un droit matriciel. Alors, ça veut dire quoi un droit matriciel? Bah, ça veut dire que le droit à la vie privée permet la création de nouveaux droits. Et c'est du droit à la vie privée qu'est né un droit qu'on verra un petit peu plus tard dans le cours, qui est le droit à l'image, et c'est également du droit au respect de la vie à la vie privée qu'est né le droit des données à caractère personnel. Et en fait, comme le droit des données à caractère personnel, bah, le champ d'application du respect de la vie privée, il n'a fait que s'accroître ces dernières années, notamment à travers ce qu'on appelle l'épanouissement personnel, notion sur laquelle on reviendra peut-être un peu plus tard, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment le temps. Euh, et ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que les données à caractère personnel et la vie privée, ce sont des notions qui se recoupent énormément. Et quand on regarde d'ailleurs la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, eh bien, le droit à la vie privée, ça couvre la question de l'accès aux données personnelles, ça couvre la question de la contestation des données erronées, la compilation des données sur des individus particuliers. Enfin bref, il y a énormément d'éléments qui dépendent tant des données à caractère personnel que du droit à la vie privée et qui justifient d'autant plus leur protection. Alors après, évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces éléments-là, on les considérait comme appartenant, dépendants du droit à la vie privée aussi parce que avant le RGPD et avant toute la réalisation que les données personnelles, c'était très important, le droit des données à caractère personnel n'était pas nécessairement considéré comme un droit fondamental et donc fallait rattacher cette protection à un droit qui l'était pour qu'on comprenne que c'était très important et donc on le rattachait principalement à la vie privée. Mais maintenant qu'on a le droit des données à caractère personnel qui a été érigé en droit fondamental autonome, indépendant du droit à la vie privée, les deux se valent en fait. Il n'y a pas de préférence entre est-ce que c'est mieux de dire que ça appartient au droit à la vie privée ou est-ce que ça appartient au droit des données à caractère personnel. Ça appartient aux deux, ce sont deux droits autonomes, ce qui signifie aussi également deux indemnisations possibles différentes. On y reviendra. Et la vie privée en ligne, on en avait un petit peu parlé, hein, puisqu'on avait parlé du privacy paradox, avec aussi cette idée de consentement résigné. Ça, je pense pas qu'il y ait vraiment besoin de revenir là-dessus. On va juste retenir, bah, que la vie privée sur internet, elle est largement tributaire des paramètres de confidentialité de l'utilisateur. Hem
Est-ce que... attendez, je vais juste vérifier quelque chose sur votre PowerPoint. Non, ok, c'est bon, on va pas parler de ça, ça sert à rien. Ce qu'il faut retenir, ce qu'on va essayer de retenir qui est important, c'est que qu'il s'agisse d'un volet de la protection civile ou de la protection pénale du droit à la vie privée, le support sur lequel ou grâce auquel l'information sort illicitement de la sphère de l'intimité, de la sphère de la vie privée, n'a pas d'importance. Autrement dit, que l'information elle soit diffusée oralement sur papier, sur un site internet qui soit tagué sur le mur d'une maison ou je ne sais quoi, l'atteinte est susceptible d'être constituée. Du coup, le support de la diffusion, n'ayant pas d'impact à ce niveau-là, il a un impact autre part, il a un impact sur le nombre de destinataires éventuels et par conséquent sur l'ampleur du préjudice subi et son indemnisation. Autrement dit, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une information qui sort de la sphère de la vie privée, à partir du moment où elle sort de la sphère de la vie privée sans le consentement de la personne dont c'est la vie privée, il y a une atteinte, il y a une indemnisation qui est possible. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard, mais pour l'instant, on va essayer de comprendre ça déjà. Il y a une atteinte, et cette atteinte, elle va être plus ou moins grande en fonction du nombre de personnes qui sont susceptibles d'avoir accès à cette information. Autrement dit, c'est pas parce que l'information elle sort de la vie privée pour être communiquée à 10 personnes qu'on va dire oh, c'est que 10 personnes, il n'y aura pas d'atteinte. On va juste dire c'est une atteinte, c'est une petite atteinte, et donc on va avoir une petite indemnisation. Si de l'autre côté, vous avez une information qui sort de la sphère de la vie privée et qu'elle est transmise à un journal qui fait un article qui est lu dans le monde entier, parce que cet article c'est le New York Times, eh bien on va considérer que le nombre de personnes ayant eu accès à cette information est très importante, et donc que l'atteinte est plus grande. Et donc, plus d'indemnisation. Bon, je pense que j'ai été à peu près clair là-dessus. Bon, ensuite, c'est ce que j'expliquais, ou en tout cas ce que j'ai juste évoqué à l'instant, c'est l'idée que l'atteinte n'a pas besoin d'être fautive. Vous n'avez pas besoin d'avoir une faute indépendante de l'atteinte à la vie privée. Le simple fait qu'on sorte une information de façon illicite sans le consentement de l'auteur, sans le consentement de la personne concernée, qu'on sorte cette information de la sphère de sa vie privée, c'est une atteinte susceptible d'indemnisation. Cependant, et c'est ce que je vous disais la semaine dernière quand on parlait du droit du public à l'information et de la liberté d'expression, on va avoir cette mise en balance des intérêts avec, d'un côté, la vie privée, de l'autre, le droit du public à l'information, et dans le droit du public à l'information, la question de l'intérêt général du public ou de l'intérêt général, bref, la nécessité de l'information. Et la nécessité de l'information, c'est de dire, mais en fait, telle information elle relève peut-être de la sphère privée de telle personne, mais elle est importante pour toutes les autres personnes. Typiquement, un exemple, alors c'est un semi-exemple parce que je l'aime pas trop, mais savoir que, je sais pas si si je vous l'avais donné la semaine dernière ou pas d'ailleurs, mais savoir que François Hollande, il allait sur son scooter acheter des croissants pour Julie Gaillet alors qu'il était en couple avec quelqu'un d'autre et qu'il était président, c'était clairement une atteinte à sa vie privée. En soi, ça ne concernait pas directement ses fonctions présidentielles, c'était dans le cadre de son intimité. Cependant, ça permettait aussi à la population de comprendre mieux le président et donc de jauger le président en tant que personnalité publique. Et donc cette atteinte à la vie privée était légitimée par la nécessité de l'information, par le droit du public à l'information, et par conséquent, puisque l'atteinte était légitime, on considérait qu'il n'y avait pas d'atteinte. D'accord? On va dire que oui. Alors, est-ce que... Non, je ne vais pas vous parler de la superposition du régime des... Alors, est-ce que, par exemple, Benjamin Griveaux, c'est une atteinte à la vie privée? Alors, Benjamin Griveaux, c'est un petit peu différent, parce que, enfin, si je me souviens bien, hein, Benjamin Griveaux, ce qui a été publié, en plus de lui, ce sont des photos nues. Donc en fait, on va considérer que c'est encore plus intime, et donc plus vous rentrez dans les sphères de l'intimité, plus il faut que la diffusion de ces informations soit vraiment importante pour la population. D'accord? En fait, essayons d'imaginer
Alors, c'est une théorie fumeuse qui est en attente de validation, c'est-à-dire qui est en attente du moment où ma thèse sera terminée, mais essayez d'imaginer un grand cercle. Ah oui, un grand cercle, c'est votre vie privée, d'accord? Dans ce grand cercle, vous avez plein de petits cercles, d'accord, qui se resserrent. Voilà. Ce qui est au cœur de ce grand cercle, le cœur, c'est les informations les plus personnelles, les plus intimes. C'est vraiment celles que vous ne tenez absolument pas à ce que quelqu'un ait accès à ces informations sans votre consentement. Et les informations qui sont en périphérie, ce sont les informations que vous faites exprès, volontairement, de ne pas communiquer aux gens, parce que vous n'avez pas forcément envie que ça se sache, mais en même temps, si ça se sait, ça n'a pas de grosses conséquences sur votre vie publique et sur votre vie privée. Si je prenais un exemple à la con, si jamais je devais tracer ce grand cercle, on pourrait dire, bah, je sais pas, dans la bordure extérieure du cercle, il y a le fait que j'aime pas manger des bananes. C'est pas vrai, j'adore les bananes, mais c'est un exemple. J'ai pas forcément envie que tout le monde sache que que j'aime pas manger des bananes parce que, je sais pas, ça ne concerne que moi et que j'ai pas envie qu'on m'embête là-dessus. Dans mon intimité, ça, c'est considéré comme ma vie privée. D'accord? Cependant, si jamais quelqu'un venait à diffuser cette information, ça changerait pas ma vie. Pas drastiquement, c'est pas une information qui, reflète mon intimité. D'accord? Donc une atteinte à la vie privée par rapport à la diffusion d'une information peu importante, bah, voilà, si jamais c'est important pour d'autres personnes de le savoir, pour des raisons X ou Y, hein, eh bien, on va considérer que la nécessité de protéger cette information au niveau de ma vie privée n'est pas très importante. Alors que, à l'inverse, si jamais, dans l'intimité, la plus totale de ce cercle tout au cœur de ma vie privée, on diffuse une information, il va falloir que les nécessités de l'information, donc le droit du public à l'information, soient beaucoup plus élevés. Et concernant Benjamin Griveaux, d'ailleurs, je me souviens plus si l'affaire a été, je crois que l'affaire n'a pas encore été jugée, je vais juste regarder. Je vais regarder rapidement sur internet, mais il me semble que ça n'a pas été jugé encore. Oui. Alors. Oui, c'est ça, ça n'a pas encore été. Oui, c'est ça n'a pas encore été jugé, j'ai l'impression. Mais globalement, oui, en gros, lui, il a dit: «C'est une atteinte à ma vie privée» et donc ce qui va se passer, c'est que les juges vont devoir mettre en balance est-ce que c'est une atteinte à la vie privée légitime ou pas? Et dans les faits, je pense pas que l'atteinte soit, légitime, puisqu'il n'y avait pas besoin, en réalité, de diffuser, les photos de nus, tout simplement. Vous pouviez diffuser juste les échanges, mais la diffusion des photos n'avait absolument aucun intérêt sur sa vie politique, en fait. Le fait qu'il soit infidèle, globalement, c'est ça, hein, mais le fait qu'il soit infidèle, c'est une information qui peut intéresser le public. Parce que ça veut dire qu'il n'est pas, je sais pas le mot, blanc comme neige, on va dire, il n'est pas blanc comme neige, c'est pas, voilà, c'est pas un super gars finalement, ou en tout cas pas autant qu'il voudrait le faire croire, et ça peut intéresser le public. Mais le fait de savoir à quoi ressemble sa tub, je suis pas sûr que c'est vraiment un intérêt au niveau du débat public. C'est pas vraiment une question d'intérêt général de savoir à quoi ressemble Benjamin Griveaux sous sa chemise et son pantalon. D'accord? Et donc, c'est aussi ce que je vous disais quand on parlait de balance des intérêts, il faut regarder la nécessité, de l'atteinte, la proportionnalité. Et en fait, moi je pense qu'on n'est pas vraiment dans le caractère nécessaire et proportionnel, puisque on pouvait arriver au même résultat sans la diffusion des photos. Donc, d'après moi, il y a une atteinte à la vie privée. Est-ce que ça répond à votre question? Mais il faut que je vérifie. Il me semble que ça n'a pas encore été jugé, mais je me trompe peut-être. En tout cas, il ne me semble pas avoir vu une décision définitive. Donc on verra, je regarderai à la pause qui est dans 10 minutes si je me trompe ou pas. Blablabla. Alors, où est-ce que j'en étais? Oui, absence de définition légale prévue à l'article 9, il faut que la personne soit identifiable. Oui, évidemment, oui, ça je l'ai pas dit, mais ça me paraissait évident, mais il faut quand même que je le précise. Il faut que la personne soit identifiable. Il n'y a pas d'atteinte à la vie privée si on ne sait pas à qui est relative l'information.
Si jamais je vous dis je connais quelqu'un qui n'aime pas les bananes, le je connais quelqu'un, c'est beaucoup trop vague et donc la personne n'est pas identifiable. Maintenant, si je commence à vous définir la personne, à laisser des hints, des indices sur qui est cette personne, et que c'est susceptible de retracer cette personne, dans ce cas-là, on va considérer qu'il y a une atteinte. Et j'anticipe un petit peu, mais c'est pareil pour le droit à l'image. L'atteinte au droit à l'image n'est constituée que si la personne sur l'image est reconnaissable, identifiable. Et c'est pour ça aussi que on n'en parlera pas, mais qu'il y a une superposition entre l'atteinte à la vie privée et le respect des données à caractère personnel, puisque le caractère identifiable de la personne concernée est un des éléments centraux de l'application ou non de ce régime juridique. Bon. Ensuite, on va parler un petit peu du droit pénal, du régime pénal qui entoure le droit à la vie privée. Donc, tout d'abord, dans les éléments constitutifs de l'infraction, on va peut-être commencer par vous donner les articles. Donc, ce sont les articles 226-1 à 226-9 du Code pénal. 226-1 à 226-9 du Code pénal. Principalement, globalement, on va considérer que constitue une atteinte à l'intimité de la vie privée. Alors, sachant que, encore une fois, la définition de intimité de la vie privée en droit pénal n'est pas définie. Hein, voilà, c'est pas ce... Alors qu'en théorie, en droit pénal, on devrait avoir des champs d'application bien précis, blablabla. Là, en l'occurrence, civil comme pénal, on ne définit pas ce qu'est la vie privée, et quand on regarde la jurisprudence, on se rend compte que les champs d'application sont identiques. Et globalement, sont interdits par le droit pénal l'enregistrement et la captation sans le consentement de la personne visée. Donc je répète, hein, enregistrement et captation sans le consentement de la personne visée, tout d'abord de paroles privées ou confidentielles. Je crois que je vous l'ai écrit d'ailleurs. Oui, c'est ça, je vous l'ai écrit, c'est pas grave. Je vais quand même l'expliquer un petit peu plus en détail. Donc des paroles privées ou confidentielles, l'image d'une personne dans un lieu privé, et un truc qui relève quasiment en réalité, enfin qui relève des données à caractère personnel et qui montre bien cette espèce d'enchevêtrement des protections, la localisation en temps réel d'une personne. Mais également donc la localisation et la transmission de cette localisation. Et concernant l'image, il faut retenir que, il y a besoin qu'il y ait une fixation ou un enregistrement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un matériel qui permette la fixation, au niveau du droit pénal. OK? Dès lors, en fait, il faut que l'image, elle soit enregistrée quelque part. Si jamais vous n'enregistrez pas l'image, si jamais il n'y a pas de captation de l'image, si jamais, vous ne faites que, je sais pas moi, si jamais je fais ça avec mon téléphone, dans la rue et que, quelqu'un croit que je le filme alors qu'en réalité je le filme pas. On va pas considérer qu'au niveau du droit pénal, il y a une atteinte à la vie privée, puisqu'il n'y a pas de fixation, il n'y a pas de captation, il n'y a pas d'enregistrement de la vie privée. Par contre, en droit civil, on pourra considérer que parce que le droit civil ne retient pas la nécessité d'une fixation pour qu'il y ait une atteinte à la vie privée. Ensuite, l'article 226-1, j'ai un peu de mal à me souvenir de tout, pose ce qu'on appelle une présomption de consentement. Et c'est que, en gros, dès lors qu'il n'y a pas eu de refus de la personne visée, quand elle était en mesure de le faire, on va considérer qu'elle a consenti. Autrement dit, imaginez un temps lointain où vous étiez dans un bar avec plein d'amis à vous, il y a quelqu'un qui prend une photo, vous êtes en plein milieu et vous souriez pour la photo en faisant ce signe-là, on va considérer que, même si vous ne l'avez pas dit expressément, vous étiez en mesure de refuser. Le fait que vous n'ayez pas refusé à ce moment-là pose une présomption de consentement. D'accord? Enfin, je vous dis dans un bar, mais ça pourrait être pareil si vous êtes chez quelqu'un ou ce genre de choses, d'accord? Jusque-là, ça va? Je parle pas trop vite? Et surtout, je suis à peu près clair? Oui, oui. OK. J'aime beaucoup ces oui-oui ultra saoulés. Vous inquiétez pas, dans 5 minutes, c'est la pause et dans 2 heures et demie, dans
3 heures. Je n'existe plus pour vous, dans 3 heures de cours. Ensuite, l'article 226-2, il incrimine quant à lui la conservation et la diffusion des éléments qui sont prévus à l'article 226-1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une part, on punit le fait d'enregistrer, de capter et d'enregistrer des éléments, des images, des paroles, ce genre de choses qui constituent votre vie privée, mais on punit séparément le fait de les diffuser. Ce qui est d'autant plus important que du coup, quelqu'un qui fait les deux va donc être susceptible d'être puni pour les 2 infractions. Et vous pourrez être indemnisé pour les 2 infractions séparément. Et quelqu'un qui ne fait que l'un des deux, par exemple quelqu'un qui n'a pas enregistré ces éléments, mais qui les reçoit et qui décide à son tour de les transmettre, peut lui aussi être puni de façon parfaitement indépendante, même si ce n'est pas lui qui est à l'origine de cette captation. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir par contre, c'est que cet article 226-2 nécessite le caractère intentionnel, non pardon, ne nécessite pas le caractère intentionnel, puisque, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous n'avez pas connaissance que ceci constitue une atteinte à la vie privée, le fait de le diffuser est susceptible d'être constitutif d'un comportement répréhensible par le droit pénal. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vous propose de prendre la pause maintenant. Voilà. On va prendre 5 minutes de pause maintenant. On se retrouve à 14h33, voilà, parce qu'il va être quasiment 28. On se retrouve à 14h33 et on reprendra sur la suite de la protection du droit à la vie privée. Si vous avez des questions, évidemment, je reste à disposition dès que je suis devant l'écran. OK. On a remis le micro, on va pouvoir reprendre le cours, donc je suppose que tout le monde m'entend. Alors après vérification, effectivement, j'avais bien raison, l'affaire Benjamin Griveaux n'a toujours pas eu de fin pour l'instant, donc on est en stand-by, mais à mon humble avis, il y a bien une attente à la vie privée. Donc, on a parlé de l'article 226-2, pour l'instant ça suffira, il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. On va parler un petit peu de l'article 226-2-1 qui est forcément différent de l'article 226-2 tout court, hein, sinon il n'y aurait pas un nouvel article. Mais cet article 226-2-1, lui, il va sanctionner la captation, la fixation et l'exploitation de paroles ou d'images présentant un caractère sexuel et évidemment, c'est captation, fixation, exploitation sans le consentement de la personne visée. Et une remarque importante à ce sujet, du coup, c'est que ce n'est pas parce que la captation, elle est consentie, que l'exploitation l'est. Autrement dit, et c'est quand même relativement important et c'est pour ça que j'en parle, c'est pas parce qu'à un moment vous consentez, vous envoyez un nude ou une nude, je sais pas comment on dit, à quelqu'un, que cette personne peut diffuser ça. Et si jamais il y a diffusion, nécessairement il y a sanction pénale qui va avec, si jamais vous portez plainte. Voilà, ça c'est une petite infraction somme toute relativement importante concernant la vie actuelle. C'est typiquement en fait les pratiques de revenge porn qui fleurissent allègrement depuis quelques années. Dernier élément qu'on va voir au niveau de la protection pénale de l'atteinte à la vie privée, enfin, de la vie privée, ça va être l'article 226-8 qui sanctionne quant à lui les montages dès lors qu'il n'est pas évident que c'est un montage. Et en fait, ça renvoie notamment aux hypothèses de deepfake qui sont sanctionnables sur ce fondement. Et concernant cette infraction, la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans une décision rendue le 30 mars 2016, précise qu'il ne s'agit pas de sanctionner le montage en soi, mais en ce qu'il tend à déformer de manière délibérée des images ou des paroles, soit par ajout, soit par retrait d'éléments qui sont étrangers à son objet. Donc je répète, hein, décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 mars 2016 qui vous dit qu'il ne s'agit pas de sanctionner le montage en soi, mais en ce qu'il tend à déformer de manière délibérée des images ou des paroles, soit par ajout, soit par retrait d'éléments qui sont étrangers à son objet. Est-ce que vous voulez que je répète encore une fois? Oui, s'il vous plaît. Ok. Donc,
On va reprendre depuis le début, hein. Chambre criminelle de la Cour de cassation, 30 mars 2016. Il ne s'agit pas de sanctionner le montage en soi, mais en ce qu'il tend à déformer de manière délibérée des images ou des paroles, soit par ajout, soit par retrait, ajout ou retrait, d'éléments qui sont étrangers à son objet. En gros, c'est l'idée de déformer un discours, de déformer, des propos, de déformer l'image, enfin, de changer l'information, peu importe, la nature de l'information, de changer la nature de l'information, heu, pour la transmettre au public. Et dans cette lignée, un petit peu de fraude de tout ça, une petite remarque aussi sur les journalistes d'investigation, puisque, bah, il est quand même assez fréquent que lors d'une investigation, un journaliste se fasse passer pour quelqu'un d'autre. C'est, si jamais vous voulez, mettre à mal, si jamais vous voulez faire un reportage sur, la mafia, je sais pas où, vous allez pas arriver en disant: «Coucou, je suis journaliste, est-ce que vous pouvez me montrer tous les produits contrefaisants, vos armes, vos ceci, vos cela?» C'est plutôt si vous faites ça, il y a de fortes chances pour qu'on vous dise non. Donc le journaliste d'investigation, se fait généralement passer pour quelqu'un d'autre. Et le fait de se faire passer pour quelqu'un d'autre, on l'avait déjà vu, hein, c'est éventuellement, ça pourrait tomber sous le coup de, l'usurpation d'identité. Et pour autant, la Cour de cassation, elle a considéré que l'infraction d'usurpation d'identité ne pouvait pas être constituée lorsqu'un journaliste ment sur son identité, lors d'une enquête, si jamais il ment, si jamais son mensonge, concourt à révéler ou à mettre à jour, sans leur consentement, les comportements de ces personnes sans les provoquer. Donc je répète, hein, ce que dit la Cour de cassation, c'est si jamais le mensonge concourt à révéler ou à mettre à jour, sans leur consentement, les comportements de ces personnes sans les provoquer. Je le répète une dernière fois, si jamais le mensonge concourt à révéler ou à mettre à jour, sans leur consentement, les comportements de ces personnes sans les provoquer. C'est-à-dire sans provoquer les comportements. Ce qui m'amène donc à faire une petite aparté sur la provocation à la commission d'une infraction, que ce soit par les journalistes ou par les forces de l'ordre. Petite précision qui j'espère ne vous servira pas, mais qui est toujours bon de savoir. Sachez que si jamais, vous avez un journaliste ou un flic sous couverture qui vous pousse à commettre une infraction, eh bien, on ne peut pas retenir cette infraction contre vous. On va prendre un exemple tout bête, et ça marche pour les journalistes comme pour, les flics, mais bon, c'est principalement pour les flics que c'est intéressant. Voilà, ce sera pour votre culture juridique. Si jamais un flic, par exemple, vous vend, vient vous voir et vous dit: «Hey, tu veux pas acheter, 2 grammes de coke?» et il te dit: «Ah tiens regarde, j'ai 2 grammes de coke». Vous l'achetez et il peut pas vous arrêter parce que vous l'avez acheté à lui, puisque c'est lui qui est venu, qui vous a poussé à commettre telle infraction et par conséquent, cette infraction-là n'est pas constituée. D'accord? Et c'est pareil pour un journaliste. Un journaliste, il peut pas pousser à commettre quelqu'un, pousser à commettre une infraction quelqu'un et dire: «Ah, vous avez vu, il a commis telle infraction». D'accord? Cette infraction ne sera pas constituée. Voilà, c'est juste, pour votre culture, mais j'espère que ça ne vous servira jamais. Bien évidemment, ne consommez pas de drogue, c'est pas bien et n'enfreignez pas la loi, c'est pas bien non plus. Voilà. Donc on va parler maintenant d'un autre on en a terminé sur le droit à la vie privée, hein, rapidement. On va parler maintenant d'un autre droit qui est le droit à l'image. Alors, le droit à l'image, on peut le définir comme, l'impossibilité de diffuser l'image d'une personne sans qu'elle y consente de façon libre et éclairée, peu importe le support. Et au regard de la jurisprudence française, l'image d'une personne, bah, elle ne se limite pas exclusivement à son visage. Et tout élément du corps de la personne qui permet son identification par des proches suffit à entraîner l'application de ce droit. Et en termes d'exemples, alors on a un paquet d'exemples qui sont plus ou moins rigolos, on va dire, puisque globalement, je crois il y a eu une décision rendue sur si je ne dis pas de bêtises, les fesses de Marine Le Pen, où il y avait des gens qui ont été capables de reconnaître que ça, c'était les fesses de Marine Le Pen. Ils ont dit: atteinte à l'image». Et la jurisprudence a dit: «Effectivement, ses proches ont été capables de le reconnaître, donc atteinte à l'image». Tout ça pour dire que
C'est pas le visage uniquement, ça peut être n'importe quelle partie du corps qui est reconnaissable, mais ça peut aussi être des représentations artistiques. D'accord? Donc un dessin, ça peut également être une atteinte à l'image, dès lors, encore une fois, que l'identification est possible. Et c'est ce que je vous disais, hein, ce droit à l'image, il découle historiquement du droit à la vie privée, mais il s'est émancipé jusqu'à obtenir une autonomie relative. Et la jurisprudence considère qu'une atteinte à l'image est désormais possible indépendamment d'une atteinte à la vie privée. Et puisque ce sont deux préjudices distincts, ça veut donc dire qu'on peut avoir deux indemnisations distinctes possibles. Et quand on lit la décision, quand on lit la jurisprudence de la CEDH, on se rend bien compte que le droit à l'image, il est aussi important que le droit à la vie privée. Donc c'est dans un arrêt qui s'appelle Van Hanover, V-A-N plus loin H-A-N-N-O-V-E-R. Donc là, je vais vous citer l'arrêt, parce que je crois que je ne vous l'ai pas mis dans le PowerPoint, non, qui vous dit que l'image d'un individu est l'un des principaux attributs de sa personnalité. L'image d'un individu est l'un des principaux attributs de sa personnalité, du fait qu'elle exprime son originalité et lui permet de se différencier de ses pairs. Et lui permet de se différencier de ses pairs. Le droit de la personne à la protection de son image constitue ainsi l'une des conditions essentielles. Donc le droit de la personne à la protection de son image constitue ainsi l'une des conditions essentielles de son épanouissement personnel, notion dont je vous avais parlé précédemment. Donc c'est une des conditions essentielles de son épanouissement personnel. Elle présuppose principalement la maîtrise par l'individu. Elle présuppose principalement la maîtrise par l'individu de son image, laquelle comprend notamment la possibilité pour celui-ci d'en refuser la diffusion. Donc laquelle comprend notamment la possibilité pour celui-ci d'en refuser la diffusion. Alors c'est une très longue définition, hein, que je vous ai donnée par cet arrêt Van Hanover. D'ailleurs, je ne vous ai pas donné la date, c'est la 7 février 2012, l'arrêt Van Hanover. Est-ce qu'il y a besoin que je répète encore une fois la définition ou pas? Non, c'est bon? OK. Si, s'il vous plaît, est-ce que vous Si? pouvez répéter? Ouais, bien sûr. Merci. Donc, je répète la définition en entier. L'image d'un individu, OK. L'image d'un individu est l'un des attributs principaux de sa personnalité, du fait qu'elle exprime son originalité et lui permet de se différencier de ses pairs. Le droit de la personne à la protection de son image constitue ainsi l'une des conditions essentielles de son épanouissement personnel. Elle présuppose principalement la maîtrise par l'individu de son image, laquelle comprend notamment la possibilité pour celui-ci d'en refuser la diffusion. Une dernière fois, plus rapidement cette fois-ci, l'image d'un individu est l'un des attributs principaux de sa personnalité, du fait qu'elle exprime son originalité et lui permet de se différencier de ses pairs. Le droit de la personne à la protection de son image constitue ainsi l'une des conditions essentielles de son épanouissement personnel. Elle présuppose principalement la maîtrise par l'individu de son image, laquelle comprend notamment la possibilité pour celui-ci d'en refuser la diffusion. Bon. Si jamais on devait résumer ça en deux phrases, ce serait pour dire le droit à l'image, c'est aussi important que le droit à la vie privée, c'est une condition fondamentale de l'épanouissement personnel des personnes, donc le fait tout simplement d'être bien dans sa peau, d'être bien dans la société, et de faire un petit peu ce qu'on veut. Et parmi les composantes du droit à l'image, eh bien, on a le fait de refuser la diffusion de son image. Un peu comme on peut refuser la diffusion d'informations qui sont relatives à la vie privée. Et ce droit à l'image, eh bien, il a une espèce de double nature, hein, puisque l'image, elle sert aussi principalement en fait de caractère identifiant. C'est beaucoup plus facile d'identifier une personne grâce à l'image que juste par rapport à une information relative à la vie privée de quelqu'un. Et l'image est notamment un des outils principaux de l'usurpation d'identité numérique. Parce que si jamais vous créez un profil sur n'importe quel réseau social et que vous mettez l'image de quelqu'un, on va avoir plus facilement tendance à penser que c'est cette personne. Et si l'image
est importante, elle est aussi au niveau de la vie privée, hein, si son lien avec la vie privée est importante, elle est également susceptible d'être une donnée à caractère personnel, en particulier s'il s'agit de données biométriques. Et donc, on va faire une petite aparté sur ce qu'est la biométrie, puisque ça permet de mêler à la fois les médias, le numérique, les données personnelles et aussi des questions d'actualité, puisque la biométrie, le passeport biométrique, tout ça, ce sont des éléments très en actualité, notamment aussi l'idée qu'on voulait faire une espèce de carte d'identité numérique avec des données biométriques. Ce qui n'est pas du tout une bonne idée, mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'image d'une personne sur internet, via justement la biométrie, c'est principalement un outil de reconnaissance faciale. D'accord? Il me semble que j'en avais un petit peu parlé, mais globalement, la biométrie, c'est l'analyse des caractéristiques physiques d'une personne. Donc la biométrie, ça peut être relatif à la voix, ça peut être relatif aux traits du visage, relatif à vos empreintes digitales ou à vos iris, par exemple. Mais la biométrie, ça permet à des entités publiques et privées, grâce à des bases de données numériques, de reconnaître sur une photo ou en vidéo, même en flux direct, une personne dont les données sont enregistrées dans la base de données de l'entité en question. D'accord? C'est typiquement, j'en en avais parlé dès l'introduction, c'est le scoring social chinois. Les caméras dans la rue, elles permettent de reconnaître les personnes en flux réel. Parce que le visage de tous les citoyens, et même, je crois pas uniquement des citoyens, mais les visages de tout le monde sont enregistrés, et donc grâce à une intelligence artificielle, on peut reconnaître en temps réel les personnes. Et la biométrie, la reconnaissance faciale, c'est aussi comme ça que fonctionne, mais ça je crois qu'on en avait parlé, euh, les filtres pour reconnaître vos visages. Snapchat, Instagram, tout ça, tu connais. Bref, ça il me semble vraiment qu'on en avait parlé, donc je vais juste résumer en 2 phrases. La biométrie, c'est mal, faut faire attention à ces données personnelles. Et que ce soit protégé par une société privée, déjà, c'est pas bien, mais par l'État, c'est encore pire. Puisque par l'État, qui est parfaitement incapable de sécuriser ses serveurs, c'est une très mauvaise idée. Enfin, si je dis pas de bêtises, il y a en ce moment tous les sites nationaux, éducation nationale, tout ça sont en PLS entre les serveurs OVH et éventuellement une attaque cybercriminelle. Donc, je sais pas pour vous, mais moi, le fait que les données relatives à mes doigts ou à mes iris, qui sont des données identifiables uniques, hein, empreinte digitale c'est unique, les iris c'est unique, soit aux mains d'un gouvernement qui n'est pas capable de protéger ses serveurs, ne m'inspire pas du tout confiance. Limite, moins confiance que pour les GAFAM, puisque moi je sais que les GAFAM, ils sont capables de sécuriser plus leurs données. Bref. Sachant, dernière petite remarque, hein, c'est que Facebook, par exemple, parce que j'aime bien donner Facebook en exemple, c'est quand même c'est l'archétype de la société pas ouf. En ce moment, Facebook, qui a utilisé depuis 2011 à peu près, hein, développe des algorithmes de reconnaissance faciale. Grâce à quoi? Grâce à toutes les photos qui sont passées, photos et vidéos, hein, qui sont passées sur la plateforme. Donc c'est toujours le cas, un peu moins maintenant depuis le RGPD. Et les algorithmes de reconnaissance faciale de Facebook fonctionnent entre 97 et 100%. Ça veut dire que il y a extrêmement peu de chances quand on trouve une photo que quand ces algorithmes de Facebook trouvent une photo de vous, ne sachent pas que c'est vous. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça marchait aussi bien à un moment. C'était parfaitement possible. Vous postiez une photo et Facebook vous disait c'est machin ici et et juste à côté c'est machin. Et vous aviez plus qu'à faire oui effectivement, oui effectivement. En fait, sans le savoir, vous nourrissiez les algorithmes de la plateforme. Bref, je m'égare encore une fois. On va parler maintenant de la responsabilité civile. Alors, la responsabilité civile de façon plus générale, en dehors d'infractions bien spécifiques, il faut bien comprendre que même justement, voilà, en dehors d'une infraction pénale ou d'infractions spécifiques prévues par la loi de 1881, sur lesquelles on reviendra un petit peu plus tard, il est possible d'engager la responsabilité civile d'une personne. Puisque, au terme de l'article 1240 du Code civil,
qui vous dit « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Voilà, c'est ça, je l'ai écrit. En fait, cet article-là permet, c'est le fondement de la responsabilité civile la plus générale possible. C'est-à-dire qu'à défaut d'un régime spécifique, on va toujours appliquer ça. Et en fait, cette phrase, enfin cet article, qui paraît un petit peu compliqué comme ça, est en réalité très simple. En gros, si on devait le résumer en une phrase, c'est « qui casse paye ». Voilà. Et pour que on indemnise sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, il vous faut 3 éléments. Il vous faut une faute, un lien de causalité et un dommage. Et donc le lien de causalité entre la faute et le dommage. C'est-à-dire que c'est celui qui a commis une faute et qui a causé un dommage qui doit réparer. Ça paraît logique. D'accord? Donc la faute, généralement, ça va être, je sais pas, un abus, ça peut être un abus de liberté d'expression, mais qui ne rentrerait pas dans les infractions spécifiques qu'on a déjà vues. D'accord? Et le dommage, ça peut être quelque chose, c'est ce qu'on a déjà vu, hein. Le préjudice, il peut être physique, il peut être moral, il peut être patrimonial. Bon, alors c'est physique, pas tant que ça quand on parle d'atteinte à la vie privée ou d'atteinte au droit à l'image, mais généralement, ça va être un dommage moral, un préjudice moral causé par un abus de liberté d'expression, par voilà. Et le lien de causalité, on va essayer de le résumer en une phrase, alors qu'il faut beaucoup plus de temps que ça. Pour les juristes à apprendre, mais globalement, le lien de causalité, il faut que la faute soit l'origine directe du dommage subi. Voilà. Et donc, si jamais on a bien une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux, on peut obtenir des dommages et intérêts. Est-ce que c'est à peu près clair? Parce que là, je suis allé un petit peu vite. Donc, si jamais c'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire. Moi, j'ai une petite question. Du coup, en fait, la responsabilité civile, c'est le fait de réparer un dommage qu'on a causé à autrui. Exactement. D'accord, ok, c'est pour être sûr. Merci. Ouais, c'est ça. Mais vous pouvez On a causé. donner un exemple ou pas, s'il vous plaît? Alors, je vais essayer de vous donner. Alors, j'ai plein d'exemples qui ne sont pas forcément relatifs au droit des médias, hein, mais en fait, il y a tout un tas d'exemples possibles. Admettons, je ne sais pas, que vous êtes chez une amie, que, je ne sais pas, elle vous offre un thé, un café, vous prenez la tasse et vous jetez la tasse par terre. D'accord? Vous avez cassé la tasse de votre ami et votre ami vous dit maintenant tu rembourses la tasse. Vous vous dites non, je ne veux pas. Donc vous vous retrouvez devant un tribunal pour une magnifique tasse à 5 euros. Et donc, elle va engager votre responsabilité civile. Elle va vous dire vous avez cassé ma tasse. Donc, moi, j'ai perdu l'équivalent de 5 euros. Le préjudice, c'est 5 euros. D'accord? La faute, c'est quoi? C'est vous avez jeté la tasse. D'accord? Là, ce qui constitue une faute, hein, c'est une atteinte au droit de propriété. Vous avez cassé un bien qui ne vous appartenait pas de façon volontaire. Une faute. D'accord? Et donc, est-ce que c'est bien le fait que vous ayez jeté la tasse qui a causé le fait que la tasse soit cassée? Lien de causalité. Si la réponse est oui, alors vous êtes responsable et donc on peut vous demander l'indemnisation de la tasse. Et c'est ce que je vous disais déjà en termes de droit d'auteur. En droit français, on indemnise exclusivement le préjudice, on indemnise l'intégralité du préjudice, mais exclusivement le préjudice, c'est-à-dire que vous serez condamné à 5 euros de dommages et intérêts, à savoir le prix de la tasse. D'accord? Alors c'est un exemple un peu à la con, mais est-ce que c'était clair? Oui. D'accord. Ok, écoutez, si c'est clair, c'est parfait. Retenez que c'est tout à fait possible que cette logique fonctionne avec des abus de liberté d'expression, voilà, ce genre de choses. Et donc, si jamais on ne rentre pas dans les infractions spécifiques, on peut toujours se retrancher éventuellement sur la responsabilité civile générale. On va maintenant s'intéresser un peu plus en détail aux atteintes à l'honneur. Puisque il arrive, en fait, assez fréquemment d'ailleurs, que ce qui paraissait être une atteinte à la vie privée d'une personne n'était en fait qu'une fausse information au sujet de cette personne, et que cette information, elle a été diffusée uniquement dans le but d'atteindre à son honneur ou à sa réputation. Et donc ces propos-là, qui cherchent à ébranler l'intimité et la vie sociale d'une personne, sont sanctionnés par les délits prévus dans la loi de 1881, qui sont la diffamation et l'injure. Donc la diffamation, elle est définie
et l'injure aussi, hein, sont définis dans l'article 29 de la loi de 1881, et la diffamation, je crois que je vous ai donné la définition, c'est toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne. Donc on va définir plus en détail cette affirmation, cette phrase-là. Tout d'abord, la notion d'atteinte à la considération. L'atteinte à la considération, c'est la volonté de troubler la position sociale ou professionnelle d'une personne, de la victime, hein, de la victime de la diffamation. Et d'autre part, l'honneur et la considération sont, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que honneur et considération, ce sont des notions qui transcendent le numérique. Donc ça veut dire que on peut avoir de la diffamation en ligne comme de la diffamation pas en ligne. Jusque-là, normalement, ça me paraît assez logique. Ensuite, une allégation, c'est quoi? C'est le fait de reprendre, de répéter des propos ou des écrits qui sont attribués à un tiers et qui contiennent des imputations diffamatoires. Donc une allégation, c'est le fait de reprendre ou de répéter des propos ou écrits attribués à un tiers contenant des imputations diffamatoires. Tandis que l'imputation, c'est une affirmation personnelle. D'accord? En fait, l'allégation, c'est reprendre ce qu'a dit machin. Donc ça veut dire, ouais, machin, il a dit que t'as fait tel truc. Et l'imputation, c'est de dire, ah ouais, mais t'as fait tel truc. Et que tel truc, c'est diffamatoire. Donc c'est-à-dire qu'on cherche à atteindre à la réputation d'une personne. Qu'on cherche en fait à nuire à une personne par le biais notamment de fausses informations. Et ces affirmations, ces imputations, ces affirmations, qui doivent porter atteinte à l'honneur ou à l'honneur ou à la considération de la personne, elles doivent être suffisamment précises. Et il faut que ces affirmations ou imputations soient de nature à être, et sans difficulté, l'objet d'une preuve d'un débat contradictoire. C'est la distinction principale entre la diffamation et l'injure, c'est que, en termes de diffamation, il faut que les propos qui sont tenus soient susceptibles d'être l'objet, qu'on puisse le prouver en fait, lors d'un débat contradictoire, lors d'un procès. Il faut que ce soit, qu'on puisse prouver ou ne pas prouver, apporter la preuve contraire de ces affirmations, lors d'un procès. Alors que l'injure, on ne peut pas prouver, il n'y a pas de preuve. Par exemple, si je dis, on va prendre un exemple un petit peu à la con, mais si jamais je vous dis Patrick Balkany est un escroc, il a détourné 4 millions d'euros à telle fin. Ça, c'est de la diffamation. Pourquoi? Parce que, à travers différentes sources, je peux prouver ou ne pas prouver, ou on peut rapporter la preuve contraire, que Balkany a ou n'a pas détourné de l'argent. À l'inverse, si jamais je dis Balkany est un connard, là, c'est pas de la diffamation. Parce que déjà, d'une, ça relève d'une appréciation purement subjective, et au-delà de ça, il n'y a pas de preuve à apporter. D'accord? Donc, j'espère que jusque-là c'est clair. Ensuite, la nature infractionnelle de la diffamation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que la diffamation, est-ce qu'on est dans la contravention? Est-ce qu'on est dans le délit? Est-ce qu'on est dans le crime? Alors, c'est jamais un crime, la diffamation, mais est-ce que c'est un délit ou une simple contravention? Eh bien, ça varie en fonction du public que la diffamation est susceptible de toucher. Ainsi, la diffamation, elle peut être publique ou privée. Et dès lors que la diffamation, elle est publique, alors c'est un délit. Et si jamais la diffamation, elle est privée, non publique, elle est adressée, c'est-à-dire directement à un nombre restreint de particuliers, voire à un unique destinataire, eh bien, ce n'est qu'une contravention de première classe. D'accord? Et donc, on a plusieurs critères de distinction qui sont utilisés par la jurisprudence. Déjà, dans l'univers physique, c'est-à-dire pas numérique, on va considérer qu'une diffamation, elle a un caractère public lorsque les propos sont tenus dans un lieu public par nature, c'est-à-dire dans un lieu accessible à un grand nombre de personnes. Et la diffamation dans un lieu public, elle remplit le critère de publicité non pas par le nombre de personnes qui écoutent, mais par le nombre de personnes qui sont susceptibles d'écouter. Et c'est pareil, en fait, c'est pas tant le nombre de personnes exactes qui ont eu cette information que la potentialité du nombre de personnes ayant accès à cette information.
Autrement dit, si je fais une vidéo YouTube sur laquelle il y a 3 personnes, qui ont vu cette vidéo et que dedans il y a des propos diffamatoires, c'est pas pour autant qu'on va considérer que c'est une diffamation non publique, puisqu'elle est susceptible d'être vue par plein d'autres personnes. OK? Et en fait, justement, c'est là qu'arrive ce deuxième critère, qui lui est celui lié au numérique, puisque le numérique, c'est pas des lieux publics, ce ne sont pas des lieux privés non plus. Et comment on fait dans l'univers numérique pour savoir si on est dans la diffamation privée ou dans la diffamation publique? Eh bien, on va chercher ce qu'on appelle le critère du groupe d'intérêt, d'une communauté d'intérêt. En gros, je vais essayer de... En gros, on va chercher un lien entre les destinataires. Admettons que vous transmettez, vous êtes sur un groupe, je ne sais pas s'il y a encore des gens sur Facebook, je ne sais pas si je pense que oui, mais vous avez votre page Facebook, d'accord, vous avez 3 amis, voilà, vous êtes quelqu'un de très... j'ai pas le mot qui vient, c'est pas grave. Vous avez 3 amis. Vous publiez un statut en disant machin, il a fait tel truc, patati patata. Si jamais il n'y a que ces 3 personnes-là qui ont accès, effectivement, à cette information, on va considérer que la diffamation, elle est privée. Donc, contravention de première classe. À l'inverse, si jamais vous avez, je sais pas moi, 400, 500 amis, 1000 amis, ou que vous avez une page publique et que vous diffusez le même message, on va considérer que la diffamation, elle est publique. Et en fait, vu qu'on n'a pas de nombre exact de personnes susceptibles d'avoir accès à l'information, eh bien, la jurisprudence, elle a développé un critère qui est en gros ce qu'on appelle une communauté d'intérêt. C'est un groupe de personnes liées par une communauté d'intérêt, et globalement, ce groupe de personnes, ce sont des personnes qui sont liées par une appartenance commune et des aspirations communes. D'accord? Est-ce que vous voulez que je répète? Je vais peut-être vous donner la définition exacte, ce sera plus simple, donnée par la jurisprudence, qui vous dit qu'un groupe de personnes liées par une communauté d'intérêt, c'est un groupe de personnes liées par une appartenance commune, des aspirations communes et des objectifs partagés, et forment une entité suffisamment fermée pour ne pas être perçue par des tiers par rapport à l'auteur des propos mis en cause. Donc je répète, la question du groupe de personnes liées par une communauté d'intérêt, c'est un groupe de personnes liées par une appartenance commune, des aspirations et des objectifs partagés, et formant une entité suffisamment fermée pour ne pas être perçue par des tiers par rapport à l'auteur des propos mis en cause. Est-ce que je répète encore une fois? Oui, ok. Alors, donc, un groupe de personnes liées par une communauté d'intérêts, c'est un groupe de personnes liées par une appartenance commune, des aspirations et des objectifs partagés, et formant une entité suffisamment fermée pour ne pas être perçue par des tiers par rapport à l'auteur des propos mis en cause. Et si on devait résumer en fait ce critère-là, hein, c'est ce que je vous disais, c'est que la jurisprudence va considérer que la diffamation n'est pas publique, que la diffamation est privée, lorsque l'auteur d'un message diffamant limite la diffusion du message à un nombre très limité de ses contacts. Et vu qu'on n'a pas de nombre exact, on va toujours fonctionner au cas par cas. Voilà. Évidemment, si jamais il y a 3 personnes qui ont eu accès au message, on va considérer automatiquement que c'est pas de la diffamation publique. Mais dans les hypothèses où on est à, je sais pas, 50, 70, 80 personnes, on va regarder, on va passer par le critère de la communauté d'intérêt, on va voir si les conditions sont remplies, et si jamais on considère que le groupement
qu'il n'y a pas de communauté d'intérêt, que c'est un groupe disparate, eh bien, on va dire que la diffamation est publique, et donc on va rentrer dans le délit de diffamation plutôt que dans la simple contravention. Alors, quels sont maintenant les moyens de défense de la diffamation? Eh bien, le premier moyen de défense, tout simplement, c'est ce qu'on appelle l'exception de vérité. C'est la preuve de la vérité des faits. C'est de dire que, en fait, c'est pas de la diffamation si jamais on prouve que les faits avancés sont exacts. Avec une exception qui est, on ne peut pas atteindre à la vie privée de la personne dont on a tenu des propos diffamatoires. En gros, vous ne pouvez pas justifier une diffamation par en plus une atteinte à la vie privée, avec une exception à cette exception. Donc, je répète, hein, le principe c'est en théorie diffamation, possible exception de vérité, sauf si jamais c'est une atteinte à la vie privée, si jamais pour prouver qu'on est dans l'exception de vérité, il y a une atteinte à la vie privée, et exception à cette exception, c'est de dire que c'est dans les hypothèses d'agression sexuelle ou de pédopornographie, alors là, la preuve de la vérité des faits est complètement possible, même avec une atteinte à la vie privée. C'est logique, on va considérer que ce sont des infractions tellement graves qu'on en a un petit peu rien à faire d'atteindre à la vie privée d'une personne, si ça peut prouver qu'on est bien dans, que les infractions sont bien constituées. D'accord ? Ensuite, moyen de défense, eh bien, démonstration de la bonne foi de la personne ayant tenu des propos diffamatoires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par principe, il y a une présomption de mauvaise foi. D'accord ? Une présomption que la personne qui tient des propos diffamatoires est de mauvaise foi. Pour autant, c'est une présomption simple et donc on peut démontrer la bonne foi de la personne poursuivie pour diffamation. Et il faut démontrer 4 éléments pour qu'on considère que la personne est de bonne foi et donc que l'infraction n'est pas constituée. Donc ces 4 éléments, ce sont la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, donc légitimité du but poursuivi, absence d'animosité personnelle, le sérieux de l'enquête et la fiabilité des sources. Donc, sérieux de l'enquête, fiabilité des sources. Je répète les 4 critères, hein. C'est la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, le sérieux de l'enquête et la fiabilité des sources. Et en fait, quand on ramène tous ces éléments, en gros, quand on prouve qu'on est de bonne foi, eh bien, pas de diffamation. Et puis bon, la jurisprudence, elle s'est un petit peu ramollie, et maintenant, il semblerait, alors c'est du conditionnel, hein, on n'est jamais sûr à 100%, mais il semblerait que la simple référence à l'intérêt général soit susceptible de constituer un élément suffisant. En gros, de dire, oui, mais moi j'ai écrit ça dans le but du public à l'information, donc l'intérêt général du public, ou l'intérêt général tout court. Par conséquent, c'est légitime, on n'était pas dans le but de diffamer. Il y a eu quelques décisions dans ce sens-là, mais retenez quand même ces 4 critères, que je vais répéter une dernière fois. La légitimité du but poursuivi, donc en général, c'est l'intérêt général, il est là, hein. Le but poursuivi, c'est le droit du public à l'information, l'absence d'animosité personnelle, le sérieux de l'enquête et la fiabilité des sources. Ensuite, on va parler maintenant des sanctions. Alors, je vous les ai notées, hein. On va toujours séparer les sanctions civiles des sanctions pénales, tout simplement, je crois que je vous l'avais déjà expliqué, mais les sanctions civiles, c'est-à-dire les dommages et intérêts, ça va dans les poches de la victime, et les amendes, ça va dans les poches de l'État. D'accord ? Sachant que, concernant les sanctions civiles, excusez-moi, concernant les sanctions civiles, on peut, au-delà des simples dommages et intérêts, demander la publication éventuelle de la décision de justice. C'est-à-dire que si jamais vous avez un article dans un journal qui en fait tient des propos diffamatoires, qui sont jugés diffamatoires par un tribunal, la victime peut demander au tribunal de forcer le journal à publier la décision de justice pour montrer que les propos tenus par le journaliste, par le journal, sont des propos diffamatoires. Et donc, en fait, que tous les lecteurs qui ont été susceptibles d'avoir accès à cette information diffamatoire puissent se rendre compte que ces informations n'étaient pas vraies. Ou, à défaut, n'ont pas été prouvées. Ce qui n'est pas toujours la même chose. Ensuite, au pénal, on va distinguer en fait la sanction de la diffamation en fonction de la personne qui est visée.
C'est-à-dire que si jamais on vise les corps armés, l'administration publique, le président, les ministres, des dépositaires de l'autorité publique, bref, des fonctionnaires, on est à 45 000 € d'amende. Si jamais on vise un particulier, c'est 12 000 € d'amende. Et si jamais on est dans la diffamation raciste ou liée à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre d'une personne ou à un handicap, on est dans un délit avec une possibilité d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Je vais vous demander juste une petite seconde. Excusez-moi. Donc, ce que je vous disais, hein, diffamation raciste, orientation sexuelle, identité de genre ou handicap, prison, 1 an et 45 000 € d'amende. On va s'intéresser maintenant à la deuxième infraction visée principale de la loi de 1881, qui est l'injure. Et l'injure, on a vachement moins de sanctions, de poursuites pour l'injure que pour diffamation. Et c'est en grande partie parce que les infractions se recoupent en réalité. L'injure, ça se définit comme toute expression outrageante, terme de mépris qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. Et donc, la distinction entre injure et diffamation, ce que je vous expliquais, elle s'établit sur l'imputation de faits vérifiables. Mais le problème, c'est que dans les faits, la distinction, elle est très difficile à établir. Parce que, on va reprendre l'exemple de notre cher Patrick Balkany. Si jamais je dis que Patrick Balkany est un escroc, est-ce que je suis dans l'injure ou est-ce que je suis dans la diffamation? Parce que si jamais je traite quelqu'un d'escroc, il y a de fortes chances pour qu'il y ait une allusion à un fait préexistant. C'est logique. Voilà, donc après, il y a toujours des exceptions, mais si jamais je traite quelqu'un de connard, bon, là, il n'y a peut-être pas forcément de référence à un fait préexistant, mais dans une majorité des cas, si, il y en aura. Et donc, voilà, toutes ces hypothèses d'insultes, d'injures, recachent pour la plupart, en réalité, des hypothèses de diffamation. Ce qui fait que la plupart du temps, les gens vont se tourner vers la diffamation. Et donc, comment on se défend de propos d'injures? Eh bien, tout d'abord, on a ce qu'on appelle l'excuse de provocation. Déjà, on exclut nécessairement l'exception de vérité, hein, puisqu'il n'y a pas possible c'est pas possible d'invoquer des faits existants, puisqu'il n'y en a pas. L'excuse de provocation, elle ne peut être invoquée qu'envers les particuliers, déjà. D'accord? Donc, il n'y a pas de provocation possible au terme de la loi de 1881 envers les personnes morales, notamment, et d'autres... excusez-moi. Bref, excuse de provocation n'est possible d'être soulevée qu'envers les particuliers, et il doit avoir un lien direct entre l'injure et la provocation. C'est un lien qui est dans la nature des propos tenus et dans l'intensité des propos. D'accord? Donc, si jamais quelqu'un vous traite d'idiot du village, par exemple, et que vous lui répondez 4 pages d'insultes en hurlant, on va considérer que l'intensité des propos n'est pas forcément correspondante, et donc on ne fera pas valoir l'excuse de provocation. Okay, donc on retient, hein, excuse de provocation, il faut que ce soit un lien tant dans la nature et dans l'intensité des propos. Ensuite, l'injure, comme la diffamation, elle est punie différemment selon les personnes visées. Donc encore une fois, hein, quand on vise le président, un ministre, un dépositaire de l'autorité publique, fonctionnaire en gros, on est sur une amende de 12 000 €. Et attendez, je réfléchis. J'ai dû faire une bêtise. Bon, c'est pas grave. Retenez, comme pour la diffamation, que si jamais on est dans une injure qui est liée en fait à l'ethnie, les origines, les appartenances à une ethnie, liée à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre, à un handicap, même critère en fait que pour la diffamation, c'est-à-dire tout ce qui est discriminatoire, l'injure qui vise la discrimination, on passe dans ce cas-là
à non plus 12 000 €, mais à 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. C'est la même peine que la diffamation à caractère discriminatoire. D'accord? Et c'est pareil si l'injure, elle vise un groupe de personnes. D'accord? C'est pas parce que vous pouvez avoir des propos injurieux envers une personne ou envers un groupe de personnes. La peine sera la même. Et comme pour la diffamation, les propos injurieux, notamment dans les médias, eh bien, on peut demander, lors du jugement, à ce que la décision de justice soit publiée dans les médias, dans le média en question, afin que tous les lecteurs, toutes les personnes potentiellement ayant eu accès à ce message injurieux puissent voir qu'il y a eu sanction des propos. D'accord? Alors, on va passer très rapidement sur les fake news. Pourquoi très rapidement? Parce que de toute manière, en France, les fake news, c'est pas non plus, on n'a pas le régime le plus protecteur à ce niveau-là. Donc, en tout cas, par cet article 27 de la loi de 1881, on a un régime assez faiblard, donc on va passer rapidement. Donc, article 27 de la loi de 1881, qui considère comme une infraction la publication, la diffusion, la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles. Je crois qu'en plus, je vous ai tout donné dans le... Oui, c'est ça. Oui, je vous ai absolument tout écrit dans le slide, donc en réalité, c'est pas super important que je vous épelle tout ça. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que les fake news, elles ont un but défini, c'est-à-dire qu'elles doivent troubler la paix publique ou susceptibles de troubler la paix publique. Donc, c'est pas parce qu'elle n'a pas troublé la paix publique que ce n'est pas une fausse nouvelle, et donc elle n'est pas sanctionnable. Le fait qu'elle soit simplement susceptible de troubler la paix publique suffit à qualifier une fake news. Et on a besoin, ce que je vous ai écrit, d'un rôle actif de la personne, c'est-à-dire que la personne a partagé, a participé à la création et à la diffusion de cette fausse nouvelle. D'accord? Vraiment, fake news, on va aller très rapidement, voilà, on va s'arrêter là. Je vous ai donné quelques informations complémentaires en dessous. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'aller beaucoup plus loin. On va surtout s'intéresser au droit de réponse et au droit de rectification. En fait, le droit de réponse et le droit de rectification, ce sont des prérogatives qui permettent à des personnes étrangères à un média de s'y exprimer et de faire connaître leur point de vue en réaction à des mises en cause les concernant ou qui ont été publiées. Donc c'est d'ailleurs exactement ce que je vous ai écrit. Concernant le droit de réponse, on a l'article 13 et l'article 13-1 de la loi de 1881 qui en sont les fondements principaux. Mais en fait, aujourd'hui, on a un paquet d'éléments légaux. Pour vous, ça vous intéresse, enfin, c'est pas spécialement intéressant pour vous, mais on a un paquet d'éléments légaux différents qui fondent, qui justifient un droit de réponse selon la technique. C'est-à-dire, le droit de réponse, il n'a pas le même fondement légal dans un journal, à la télé, à la radio ou dans la presse en ligne. Pas d'importance pour vous, il faut juste retenir ce qu'est le droit de réponse. Et donc, sont ainsi visés par le droit de réponse, c'est ce que je vous disais, la presse périodique, la radio, la télévision et la communication au public en ligne. À l'exclusion, en fait, concernant les services en ligne, on va exclure les services qui permettent à l'intéressé de réagir directement tout seul, sans avoir besoin de passer par la case tribunal. D'accord? La loi de 1881, elle ouvre ce droit à toutes les personnes qui sont nommées ou désignées. D'accord? Et donc, forcément, si c'est la loi de 1881, on va viser les journaux, et c'est le journal, peu importe la nature du journal, et surtout, peu importe la nature du contenu dans laquelle elle est nommée ou désignée. Et peu importe aussi l'objet et le contenu de cette mise en cause. D'accord? Pour les communications audiovisuelles, de leur côté, c'est l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982. Donc, est-ce que je vous l'ai donné? Je ne suis pas sûr. Si, je vous l'ai donné. Ouais, voilà, je vous l'ai écrit, donc c'est l'article 6, je vous ai juste écrit la loi, mais c'est l'article 6 de cette loi. Et la définition qui permet d'avoir accès au droit de réponse est beaucoup plus restrictive, puisqu'il réserve ce droit aux diffusions d'imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation de la personne concernée. Atteinte à l'honneur ou à la réputation de la personne concernée, on est
très proche, encore une fois, de la définition de la diffamation, hein, puisqu'on est dans des imputations, et donc imputation, on répète, hein, mais ça doit être vérifiable. Et donc, pourquoi le droit de réponse? Bah, c'est pour montrer que ces faits-là ne sont pas vrais. Vérifiable, ça veut aussi dire qu'on peut prouver qu'ils ne sont pas vrais. La vérification, ça marche toujours dans les deux sens. Et concernant les communications en ligne, je crois que je vous l'ai écrit aussi, c'est la loi du 21 juin 2004 qui précise que toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse. Et finalement, on se rend compte que, quoi qu'il en soit, en fait, les personnes concernées ont toujours un droit de réponse, peu importe le média, dès lors qu'est portée atteinte à leur présomption d'innocence. Et ces droits de réponse, il peut être exercé dans un délai de 3 mois à compter de la publication en cause, et ça, peu importe le média. Peu importe le média, pardon. Ça, c'est quelque chose qui a été très important, c'est un délai qui a été harmonisé et c'est quelque chose de volontaire. D'accord? Donc, est-ce que j'ai le temps d'en raconter beaucoup plus là-dessus? Non, je pense que la semaine prochaine, je vous mettrai une décision de jurisprudence concernant on fera une analyse un peu plus en détail du droit de réponse. Pour l'instant, on va s'intéresser au droit de rectification, qui en fait pardon, vise non pas les particuliers, mais vise les représentants des autorités publiques, et qui leur permet de corriger ou de rectifier certaines informations relatives à leurs actes ou à leurs fonctions. Et ça permet donc de corriger des informations qui sont considérées comme inexactes ou qui ont été préalablement publiées dans le même périodique. Et ce droit de rectification, il n'est pas prévu pour la radio et la télé. Mais c'est quand même possible sur ces chaînes-là, notamment sur les chaînes publiques en fait, principalement sur les chaînes publiques, pour le gouvernement de s'y exprimer, on l'a déjà vu, hein, enfin, je pense que ça fait 1 an que vous le voyez, quand le gouvernement a un message à faire passer, il peut tout à fait s'exprimer sur les chaînes publiques. Et ça, c'est pas exactement le droit de rectification, c'est ce qu'on appelle le droit de communication du gouvernement. Et ce droit de communication du gouvernement, il permet à tout moment de faire programmer par les sociétés nationales de programme. D'ailleurs, c'est pour ça que le discours du gouvernement, il passe sur les chaînes nationales, il passe sur les chaînes publiques, de faire programmer par les sociétés nationales toutes les déclarations ou communications qu'il jugera nécessaires. D'accord? Et dans cette hypothèse-là, on va obliger, entre guillemets, à dire que ces annonces proviennent du gouvernement. On veut pas, voilà, on veut pas non plus mélanger ce qui relève du service public enfin des chaînes du service public et ce qui relève directement du gouvernement. D'accord? Alors je sais que je suis passé très vite sur, ces 2 prérogatives que sont le droit de réponse et le droit de rectification. Est-ce que vous avez des questions? Non? OK. Alors, on va terminer, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire. Normalement, oui, je pense qu'on devrait avoir à peu près le temps de terminer là-dessus. On va terminer sur le droit voisin des éditeurs de presse. Bon, ce qui m'embête un peu, c'est qu'on n'a pas du tout vu les autres droits voisins, donc vous allez peut-être être un petit peu perdus. Vous inquiétez pas, on verra au moins un petit peu les droits voisins aussi la semaine prochaine. Mais pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que le droit voisin des éditeurs de presse, c'est un droit qui a été mis en place en France en 2019. Il figure en fait à la base à l'article 15 de la directive du 17 avril 2019 et elle a été très rapidement transposée en droit interne par la loi du 24 juillet 2019. Et rien que ça déjà, c'est quelque chose de très important. De comprendre qu'on a une directive qui date d'avril 2019 qui a été transposée le 24 juillet de la même année, c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce que normalement, une directive, surtout en France, une directive, je crois que je vous l'avais expliqué, mais une fois que l'Union européenne pond une directive, elle n'est pas directement applicable. Il faut qu'elle soit transposée en droit interne dans une loi qui va l'appliquer en droit interne. Sauf que en France, on est un petit peu les champions on prend 4, 5, 6 ans pour transposer une directive, et du coup, on se fait taper sur les doigts par l'Union européenne. Et là, en avril, mai, juin, juillet, en 3 mois, on avait déjà transposé cette directive.
Pourquoi? Tout simplement parce que cette directive, elle a été issue d'un lobbying assez vénère des éditeurs de presse en ligne, contre notamment Google, et principalement d'ailleurs contre Google, et que dans ce lobbying, la France était très présente, et donc quand on a enfin eu cette directive, on s'est dépêché de l'appliquer. Alors, le droit voisin des éditeurs de presse, comme tous les autres droits voisins, à l'exception du droit voisin des artistes-interprètes qu'on verra la semaine prochaine, protège les investissements des éditeurs de publications de presse. Et on considère qu'un éditeur de publication de presse, c'est celui qui apporte une contribution fondamentale au débat public et au bon fonctionnement d'une société démocratique. Et comme les autres droits voisins, le droit des éditeurs de presse entretient une relation de soumission avec le droit d'auteur, puisqu'il doit s'exercer dans le respect du droit d'auteur. Globalement, alors je vais un petit peu anticiper sur ce qu'on verra la semaine prochaine, mais de toute manière il reste 3 minutes de cours, donc c'est pas grave. Globalement, au niveau des droits voisins, vous avez le droit d'auteur, voilà, qui est la source principale de la propriété littéraire et artistique, donc ce qu'on a vu en début de cours, début de semestre, et vous avez en fait d'autres petits droits qui gravitent autour du droit d'auteur principal. Vous avez les droits voisins des éditeurs de phonogrammes, des éditeurs de vidéogrammes, le droit des artistes-interprètes, et vous avez le droit des éditeurs de presse. Donc en fait, ce sont des acteurs corollaires, accessoires, aux auteurs principaux. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a toujours une relation de soumission des droits voisins vers le droit d'auteur. Ça veut dire que si jamais on a un droit voisin qui s'oppose au droit d'auteur principal, on fera toujours primer le droit d'auteur. D'accord? Et le droit des éditeurs de presse entretient cette même relation que les autres droits voisins. Cette relation de soumission au droit d'auteur. Et il doit donc toujours s'exercer dans le respect du droit d'auteur, et il lui est inopposable. Inopposable, on reviendra là-dessus la semaine prochaine, ça va être un petit peu long à définir. Donc, le droit voisin des éditeurs de presse, il concerne les collections composées, je crois que je vous l'ai écrit, ouais, c'est ça. Les collections composées principalement d'œuvres littéraires de nature journalistique, blablabla, blablabla. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a l'emploi du terme « principalement », qui permet de prendre en compte des éléments autres que du simple texte. Donc on peut aussi avoir des photographies, des vidéos. D'ailleurs, le considérant 56 de cette directive de 2019 le précisait aussi, que c'était possible d'avoir des photographies et des vidéos. Et deuxième élément qu'il faut retenir, c'est que la publication de ces œuvres, elle doit se faire à intervalles réguliers ou être régulièrement actualisée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut être quotidien, ça peut être hebdomadaire, ça peut être mensuel, bimensuel, mais il faut qu'il y ait un renouvellement quand même des articles qui sont publiés par ces éditeurs de presse en ligne. Et comme pour la définition du journaliste qu'on a un petit peu vu quand même, ça doit fournir des informations au public. Objectif, information au public, mais pas forcément des informations d'actualité stricte. Ce qu'on avait vu déjà sur l'idée de l'actualité au sens strict du terme ou au sens large, là on est dans une actualité au sens très large. D'accord? Ensuite, concernant, on l'avait vu sur la cession des droits des journalistes aux éditeurs, eh bien là encore, le droit voisin des éditeurs de presse, s'il y a une cession, les auteurs de ces publications doivent recevoir une part appropriée et équitable des sommes perçues par les entreprises. Donc, si je devais l'expliquer de façon encore plus simple, c'est il y a cession rémunérée, mais en plus de ça, quand les éditeurs de presse en ligne utilisent leurs droits voisins pour publier ces articles-là, il faut qu'une partie des revenus de la mise en œuvre de cette publication reviennent aux auteurs initiaux de la publication. Et cette partie des revenus, ça doit être une partie appropriée et équitable. Alors, petite précision, on a presque terminé, c'est juste que vu que j'ai pris 2 minutes, je me permets de terminer un petit peu en retard aujourd'hui. Autre précision, ce droit des éditeurs de presse ne vaut que pour la presse numérique.
Et pourquoi ça ne vaut que pour la presse numérique? Tout simplement parce que, à la base, initialement, ce droit voisin des éditeurs de presse en ligne cherchait à lutter contre Google. Enfin, entre autres, mais principalement contre Google. Pourquoi? Parce que Google cherchait, en fait, permettait, en tant qu'agrégateur de contenu, de ressources, de résultats, vous pouviez avoir accès aux informations principales, voire même quasiment toutes les informations des articles, sans avoir à cliquer sur le journal, sur le lien qui renvoyait au journal. Et donc, en fait, il y avait une espèce de captation de la valeur par Google, puisque pour qu'un journal fonctionne, pour qu'un journal en ligne fonctionne, s'il est gratuit, c'est soit il va capter vos données personnelles, soit il y a des pubs sur le journal, soit évidemment vous payez. Mais quoi qu'il en soit, si jamais à aucun moment vous n'avez besoin d'avoir accès au site pour avoir accès aux informations, eh bien, c'était Google qui récupérait la thune. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, je suis évidemment disponible. Sinon, je vous souhaite une excellente fin de journée et un excellent week-end.